Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lanteigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, comme à l'habitude, j'ai le bonheur de vous présenter deux organismes qui sont là. Pour nous, pour vous, quand vous en aurez besoin. Je m'appelle Audrey, je suis intervenante psychosociale et chargée de projet ici à Première Ressource Aide aux parents. Première Ressource, c'est un organisme qui existe depuis plus de 35 ans. C'est un organisme qui vient en aide aux parents d'enfants 0 à 18 ans à travers le Québec de manière gratuite et confidentielle. Ça peut être par téléphone, courriel, clavardage principalement. Il n'y a pas de limite de temps. Ce sont des intervenantes qui sont toutes formées en psychoéducation, psychologie, travail social, éducation spécialisée, qui sont là pour répondre directement au téléphone. Ce sont également des mamans aussi, qui ont beaucoup d'expérience sur le terrain avant tout pour répondre aux demandes. Un autre beau service qu'on a, ce sont les conférences et les cliniques mobiles. C'est plus sous forme d'atelier, dans le sens que les parents peuvent poser des questions, peuvent parler, peuvent donner leur expérience à eux. Je suis Andréane, une maman du quartier Villeray. J'ai la chance d'avoir une grande fille de 4 ans et demi puis un poupon. Juste le fait de penser à planifier, prendre un rendez-vous, trouver la bonne ressource, ça devient trop, tu sais. Fait que ce qui est bien avec Première Ressource, c'est que du confort de notre foyer, au moment où on a besoin, on a juste à envoyer un courriel ou téléphoner, puis on a accès à une ressource de qualité qui est là pour nous accueillir, nous écouter, avec qui on peut vraiment partager tous nos questionnements, puis sans être jugé. En plus, on parle toujours au même intervenant. On garde toujours notre pouvoir comme parents, on se sent toujours respecté, puis on sent toujours qu'on est compétent finalement, c'est juste qu'on a parfois besoin d'aide. Alors voilà qui met bien la table, je crois. Et il y a une voix qu'on a entendue dans l'extrait, qui est la voix d'Audrey Gosselin, qui est directrice générale adjointe à Première Ressource Aide aux parents. Bonjour Audrey Gosselin. Bonjour, bienvenue. Merci. Bienvenue à moi. Souhaitez-vous la bienvenue. Je voulais dire merci de me recevoir. Bienvenue et merci. On a également au bout du fil Dominique Lalonde, qui est un parent, qui est un papa évidemment, et qui a finalement des enfants. Évidemment, on s'entend. Première Ressource aide aux parents. Le premier critère, j'imagine que la parentalité ne doit pas être très loin. Et donc, vous avez bénéficié, si je comprends bien, de services de l'organisme. Monsieur Lalonde, bonjour. 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 Très heureux de vous avoir tous les Merci. deux. L'extrait, justement, mettait aussi, à la fois l'organisme et un parent. Fait que je suis content. On va pouvoir creuser le côté de l'aide que ça apporte aux parents. Première question, Audrey Gosselin. Ce que vous avez dit dans le clip, c'est toujours d'actualité? Plus ou moins. Maintenant, on a eu 40 ans. Donc, quand la vidéo a été faite, merci. Quand la vidéo a été faite, on était à un peu plus de 35. Maintenant, on est à 40. Donc, il y a ça qui a changé. Un peu on a remis à jour nos services. Donc, on est allé, parce que depuis que j'ai fait la vidéo, il y a eu la pandémie. Ouais. Donc, il y a eu quelques petites différences qui ont lieu. Entre autres, maintenant, on offre des rendez-vous, ce qu'on n'offrait pas avant la pandémie. Donc, mais tout ce que j'ai dit est encore vrai, mais maintenant, il y a encore plus. Donc, il y a vraiment tout ce village-là d'expertise qui sont mis à la disposition des parents, puis évidemment, ultimement, des enfants. On va commencer par la base. Mm-hmm. Première Ressource, sa mission, ce que ça veut accomplir, c'est quoi exactement? Notre mission, c'est de mettre toute notre expertise psychosociale au service des parents, au service des familles et de tous ceux qui gravitent autour des familles. Donc, effectivement, il faut être un parent, généralement. Pour quand on a des enfants, c'est pas mal ça notre titre. Aide, ouais. Mais à Première Ressource, on a aussi beaucoup des grands-parents, des beaux-parents, des intervenants, des éducateurs qui nous appellent aussi pour parler d'une situation avec un enfant. Notre objectif, c'est vraiment, quand la partie que je veux mettre en lumière aujourd'hui, c'est la partie qui gravite autour des familles. Donc, papa, maman, enfant, évidemment, mais aussi tout le monde. Si on travaille tous ensemble, c'est le bien-être des enfants qui va en bénéficier en premier lieu. Et Dominique, au bout de la ligne, comment l'organisme est arrivé sur votre radar? Comment, à un moment donné, vous vous êtes mis à dire peut-être que Première Ressource pourrait être l'organisme qui pourrait m'aider dans ma parentalité? En fait, moi, je suis papa de 2 enfants, un qui a 8 ans et l'autre qui vient d'avoir 5 ans.
J'ai connu Première Ressource par l'entremise de... lorsque j'ai eu des enfants, en fait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile que ça. Donc, j'ai voulu m'informer de gauche et de droite avec des livres à la bibliothèque. Et tout à coup, il y avait un livre qui nous donnait à la garderie que j'ai lu, et j'ai trouvé dans un petit article, j'ai lu tout au bas de la page, Première Ressource avec un numéro de téléphone. Et j'ai téléphoné, et ça fait de ça fait 7 ans, en fait, que je téléphone en Première Ressource, très régulièrement, en fait. OK. Wow. Parce qu'effectivement, quand on devient parent, on n'a pas de manuel. Bon, on a le guide que l'hôpital nous donne, là, qui fait peur à l'épaisseur qu'il a. Ouais. Mais ça donne une base, ça donne un peu d'informations, ça nous sécurise ou ça nous insécurise aussi des fois. Puis là, on voit qu'on arrive des fois au bout justement de nos ressources, d'où le fait que c'est pas bête qu'il existe Première Ressource. Donc, le premier contact avec Première Ressource, c'est pas plus compliqué qu'un coup de fil, je comprends bien. Absolument pas. On téléphone, nos heures d'ouverture, lundi, vendredi, 8 à 5, on téléphone et généralement, tout de suite, ça va être Première Ressource, aide aux parents, bonjour, comment je peux vous aider? T'sais, au bout de 2 sonneries seulement. Puis là, c'est tout de suite une intervenante psychosociale qui répond, donc c'est super facile, accessible, c'est une voix, c'est quelqu'un à qui on parle, on n'a pas de messagerie automatique. Si nos intervenantes sont toutes occupées avec d'autres familles, à la limite, ça va être ma jolie voix qui fait un message sur la boîte vocale. Vous laissez vos coordonnées, le meilleur moment pour vous rappeler, puis on vous rappelle généralement la journée même, voire le lendemain. Le jour ouvrable. Pas plus compliqué que ça. Absolument Il n'y a pas de frein d'accès, là, parce que des fois aussi, j'imagine, quand on est parent et qu'on fait face à un mur, ben, il y a bien des sentiments qui peuvent nous habiter, dont celui, à la limite de la honte, de savoir comment ça, je ne suis pas capable de jouer mon rôle. Il y en a plein d'autres parents qui ont l'air à survivre, puis moi, je suis face à un mur, je ne sais pas quoi faire. Il doit y avoir des parents un peu désemparés qui vous approchent, ou même qui sont gênés de vous approcher, j'imagine. Bien, beaucoup. Puis ça, c'est une force qu'il y a par le téléphone. Nous, on est par téléphone, courriel, clavardage. Donc, le parent n'a pas besoin de se déplacer. On peut être dans l'auto, sur Bluetooth, dans l'auto pendant qu'il s'en va. Il vient aller porter fiston ou fillette à la garderie, à l'école. Ouf, le matin n'a pas bien été. Bien, avant de traîner ça toute la journée, nous appelle dans la voiture. On en parle un peu, on débrief. S'il n'a pas le temps, on prend rendez-vous pour parler au moment qui va lui convenir durant la journée ou le lendemain. Ou encore, on peut l'accompagner à ce moment-là. C'est fantastique. Téléphone, courriel, clavardage, donc chacun dans sa zone de confort ou dans son mode de communication de confort. Qu'est-ce que ça a changé dans votre rôle de père, Dominique, d'avoir cet accompagnement-là? Autant le premier appel qu'évidemment la série d'appels sur la durée de temps. Comment ça vous outille ou qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Dans mes débuts en tant que père, je pense que je me suis auto-diagnostiqué d'un burn-out parental. Et je cherchais beaucoup de ressources. Et autant du niveau personnel, moi, j'ai besoin d'assistance aussi. Je cherchais un psychologue pour pouvoir parler. Qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie? Pourquoi ça a changé du jour au lendemain en ayant des enfants? Pourquoi ma relation avec ma conjointe a changé du jour au lendemain? Qu'est-ce que je peux faire quand mes enfants ils font des crises? Je cherchais beaucoup. En fait, je me cherchais moi-même. J'ai consulté 3 différents psychologues. Ça n'a pas fonctionné. Avant de trouver les premières ressources, une travailleuse sociale au CLSC de ma ville, on a consulté 2. Et tout à coup, lorsque je suis tombé sur Première Ressource, j'ai parlé à quelques personnes et je suis tombé sur Madame Marlène et Madame Chantal. C'est les 2 personnes avec qui je parle beaucoup. Ils connaissent mes enfants au complet. Donc, j'ai même plus besoin de me présenter lorsque je téléphone. Je pense que ma voix elle est reconnue par toutes les personnes lorsque j'appelle. Et c'est vraiment le fun parce que, comme Audrey disait, on appelle, puis au bout de quelques minutes, on réussit à parler à quelqu'un. Et pour moi, ça a tout changé. Je veux dire, Mme Marlène et Mme Chantal m'ont entendu depuis la première journée. Ils ont connu toutes mes détresses. Ils ont connu mes succès aussi. Et moi, en tant que père, lorsque je téléphone ou lorsque je parle à quelqu'un, je ne veux pas nécessairement avoir une solution. Je veux juste qu'on m'entende et qu'on puisse m'assister dans le cheminement, en fait, pour régler des conflits que j'avais, autant au niveau avec ma conjointe que mes enfants. Et puis, ça fait du bien, tout simplement. Puis je le fais plus maintenant, mais dans mes débuts, je téléphonais en pleurant. J'entendais la voix de Mme Marlène et je me mettais à pleurer. Bon. Tout simplement parce que j'étais dépassé par les événements. Puis on jasait. J'ai pleuré beaucoup, en fait, avec Mme Marlène.
au téléphone. Puis ça a vraiment ça m'a aidé encore. Puis je leur ai téléphoné pas plus tard que la semaine dernière encore pour faire un petit debriefing de mes derniers mois. Maintenant, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Autant au niveau personnel là, avec ma conjointe que mes enfants. Là, c'est le fun. Autant que c'était noir que là, maintenant, ça va beaucoup. Ça va très bien. Ah ben, content de l'entendre. Puis, vous avez parlé d'un élément qui m'a interpellé, juste de pouvoir parler avec quelqu'un sans nécessairement une recherche de solution. Quand j'ouvre mes médias sociaux, là, tout a l'air parfait. Les fêtes d'enfants sont parfaites, les photos de Noël sont parfaites, tout est beau, c'est Walt Disney à journée longue et à l'année longue. La réalité est franchement autrement. Et ça met une pression parentale aussi, puis ça vient un peu, en tout cas, j'ai l'impression que ça nourrit le fait qu'on ne se sent pas nécessairement à l'aise de toujours aller cogner à la porte d'un autre parent pour demander de l'aide, alors qu'on a l'impression que tout est beau, tout est parfait chez eux, puis on se dit, mais coudonc, c'est-tu moi qui est mal tombé à la loterie avec mon enfant? Audrey Gosselin, je retourne vers vous. Ça ressemble à quoi vos demandes d'aide? J'imagine qu'il y en a de toutes sortes, mais quand les gens vous appellent, c'est pourquoi en général? C'est intéressant de mentionner qu'on est là pour les parents d'enfants de 0 à 18 ans. Donc, c'est très, très large. Il y a un spectre large de problèmes, là. De possibilités. De possibilités, oui, merci de le recadrer. Donc, il y a beaucoup de possibilités, de choses desquelles on peut discuter. Puis, c'est tout à fait vrai ce que vous dites par rapport à la pression. Tu sais, dès qu'un couple souhaite avoir un enfant, peu importe, tu sais, homme, femme, homme, peu importe, déjà là, il y a une pression qui commence jusqu'à toujours, tu sais, quand les enfants sont rendus adultes ou qu'on devient grands-parents, ça continue cette pression-là. Donc, les raisons pour lesquelles les gens nous consultent, au début, parce que nous, comme je disais, on a 40 ans, donc au début, c'était vraiment... Vous les faites pas. Non, merci. Mais... c'était le sommeil, l'alimentation, la discipline. C'est des petites questions ponctuelles. Avec le temps, on a évolué. Puis là, maintenant, là où est la société en ce moment, il y a beaucoup de difficultés au niveau de la santé mentale des parents. Fait que c'est très pertinent ce que Dominique a apporté, de dire, des fois, la coupe est pleine. La coupe est pleine, on a besoin juste de ventiler, déverser un peu tout ce qu'on a avec quelqu'un qui nous écoute, qui nous valide, qui peut nous recadrer aussi, puis nous remettre dans le fond, soit à la bonne paire de lunettes pour voir la situation ou juste changer d'angle de vue sur une situation. On va aussi aller dans les situations qui sont dans les solutions concrètes, mais on appelle ça plus des pistes parce qu'il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de recette magique. Donc, on va poser des questions beaucoup à la famille. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi vos forces? C'est quoi vos défis? Ceux de vos enfants? On va y aller une chose à la fois. La montagne, on ne va pas la gravir en une journée, tu sais, petit à petit. Donc, les gens nous appellent beaucoup pour des situations, le contexte de séparation. Quand un couple se sépare, il y a le moment de la séparation, mais ensuite, généralement, le couple reste séparé pour le restant de l'éducation des enfants. Donc, ça apporte beaucoup de choses. Le développement de l'enfant, les comportements, la santé mentale, le sentiment d'épuisement parental aussi. Ça fait partie de ça. C'est très, très, très varié. On ne sait jamais, quand le téléphone sonne, on ne sait jamais c'est qui, c'est quoi. Oui, voilà. Wow. Écoutez, on va prendre une courte pause si vous voulez bien. On s'arrête un bref instant et on poursuit la discussion qui est fort intéressante avec Dominique Lalonde et Audrey Gosselin avec l'organisme Première Ressource Aide aux parents. On est de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On est avec Audrey Gosselin, directrice générale adjointe de Première Ressource Aide aux parents. Et parlant de parents, on est tous avec Dominique Lalonde, qui est justement un papa qui a bénéficié de ces services-là. Dominique Lalonde, vous avez bénéficié de cet organisme-là vous en bénéficiez encore depuis plusieurs années. Ça doit commencer à vous coûter cher, j'imagine, à chaque fois que vous appelez Première Ressource, là. Non, en fait, c'est ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un service qui est offert gratuitement. Puis non seulement qui est offert gratuitement, il est offert facilement. Donc, wow. J'en profite. Vous faites bien, vous me donnez le goût en tout cas là. Avec mon petit 6 ans là, c'est pas toujours simple. Si c'est gratuit là, on s'entend, il n'y a rien de gratuit dans la vie, fait qu'à un moment donné, il faut que l'argent arrive de quelque part. Comment tout ça se finance? Parce que vous êtes
vous n'êtes pas toute seule. On a entendu d'autres Madame X là, qui répondaient au téléphone. Pour toutes ces intervenantes-là, toute cette belle équipe-là, ben comment vous réussissez à offrir ça gratuitement justement aux parents? C'est une excellente question et c'est le nerf de la guerre. Ouais. On a une demande de consultation qui, depuis 2 ans, on a eu 82 % d'augmentation sur 2 ans des demandes de consultation qui rentrent annuellement. C'est énorme. Donc oui, il faut trouver de l'argent pour ça. On est un organisme sans but lucratif. On est financé par le gouvernement à la mission, le ministère de la Famille, qui fait des promesses, qui les respecte graduellement, on va dire ça, on va rester positive. Donc, on est financé comme ça. On a aussi des donateurs, des fondations qui sont extrêmement généreuses avec nous, qui croient en nous, qui croient au bien qu'on fait aux familles. Donc, on a des donateurs de fondations, on a des donateurs privés aussi, des gens qui bénéficient de nos services puis qui disent « Wow, c'est exceptionnel, je veux donner ». Tu sais, 20 $, ça peut être 1 heure d'intervention avec un parent. Ça peut faire vraiment la différence. Donc, les dons, on est un organisme de charité, donc en plus, il y a un reçu, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on est financé. Donc, c'est un travail à temps plein en soi de se financer, surtout on a une équipe extrêmement compétente qu'on veut garder, on veut la maintenir en place. Puis tout le monde a les mêmes conditions de vie en ce moment. L'inflation et toutes les intervenantes, on en entend des parents, mais on le vit aussi. Donc, c'est un travail à temps plein d'aller chercher du financement. Ben oui, je le comprends. Puis, en tout cas, j'espère que l'appel est entendu parce qu'on sait aussi que si Première Ressource n'existe pas, l'accès aux services pour aux expertises, il faut se lever de bonne heure pour aller chercher de l'aide dans le réseau public. Il faut se lever de bonne heure pour aller chercher de l'aide, des fois même dans le réseau privé. Exactement. Donc, de savoir que des fois, c'est à 2 sonneries d'avoir de l'aide gratuitement, ça m'interpelle. Mais ce qui m'interpelle, c'est le 82 % d'augmentation. Ça en dit long sur nos enjeux de société, sur la pression parentale, sur le stress que ça amène, puis le fait, qu'on se permet peut-être plus de demander de l'aide, mais ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que les gens se gêneront pas pour en demander, sachant que ça existe. Il y a différents programmes que vous avez en place, puis j'imagine que tout ça est modélisé en fonction des âges aussi, parce que, la réalité d'un ado et la réalité d'un jeune de 2 ans n'est pas la même, parce que vous faites, de la consultation, vous avez le service téléphonique, clavardage, courriel qu'on a mentionné, vous avez aussi des ateliers, j'ai entendu parler là, dans le clip audio d'une clinique mobile. Qu'est-ce que vous faites d'autre que de répondre au téléphone? Mais déjà, on va se dire, répondre au téléphone, c'est déjà pour moi extraordinaire. Là. Oui, c'est notre service phare. Là, c'est vraiment là-dessus, c'est notre priorité en tout temps. Nos autres services, effectivement, c'est des services qu'on appelle de proximité où on va se déplacer pour rencontrer les gens. Avec la pandémie, on a commencé à l'offrir en version virtuelle, mais c'est qu'on se déplace pour aller rencontrer des gens. Donc, on a en ce moment 6 ateliers qui sont le développement 0-5 ans, la discipline 6-12, communiquer avec son ado, l'aliénation parentale, la communication non violente. Donc, tu sais, c'est vraiment très, très varié. Puis c'est tous des thèmes qui touchent la parentalité de près ou de loin, mais souvent plus de près. Donc là, il y a un organisme communautaire, des écoles, ils vont nous appeler pour qu'on aille rencontrer leur clientèle, leur famille à eux, pour donner notre expertise, puis de la façon dont on l'approche. C'est pour ça qu'on appelle ça plus des ateliers, parce que c'est très interactif. Donc, le parent, ça vient briser l'isolement. Vous l'avez dit tantôt, on se sent seul. Des fois, dans notre réalité, le fait de partager entre parents, ça vient briser cet isolement-là. Donc, nous, on arrive avec du contenu, puis après ça, on invite à la discussion. Les cliniques mobiles, c'est un peu le même principe qu'on est invité à aller dans un environnement, un organisme, une école, un CLSC, peu importe, pour rencontrer la clientèle qui est là, mais pour faire des interventions en individuel. Souvent, ça va donner lieu à une intervention suivie par téléphone par la suite, parce qu'on ne se déplace pas systématiquement. Donc là, les gens vont dire « OK, maintenant, Audrey, je sais c'est qui, je l'ai rencontrée, elle connaît un peu ma réalité. Fait que là, on a notre rendez-vous, je vous appelle la semaine prochaine. » Fait que là, la semaine prochaine, on s'appelle. Puis là, « OK, oui, maintenant, il y a un visage derrière la voix. » C'est pas uniquement une voix qui me parle et qui est chaleureuse, il y a une voix aussi. Donc ça, c'est notre clinique mobile. On a notre site web, en fait, est un mine au trésor parce qu'on a près d'une centaine d'articles. On a des capsules vidéo sur le contexte de séparation, sur la cyberintimidation. On a beaucoup de liens de ressources très variés. 0-18 ans, ça a des besoins variés. Donc, sur notre page liens utiles, on a toutes sortes de liens que nous, on trouve pertinents pour aller répondre à des besoins que les familles peuvent rencontrer. J'en doute pas. Et puis, je l'ai visité, votre site, effectivement, c'est
franchement utile. Et des fois, dans la vie, ce qu'on a besoin, c'est de choses qui sont utiles puis qui nous aident à avoir les bons outils dans la boîte à outils. Dominique, je reviens vers vous. Le moment où vous avez appelé pour la première fois, première ressource, j'ai le goût de dire, si disons, là, moi, je suis un papa qui n'est pas sûr, là, je devrais-tu appeler, je vais-tu me faire juger, ça va ressembler à quoi, là, cet appel-là? Qu'est-ce que vous diriez à un autre parent qui hésite à appeler première ressource? C'est ça qui arrivait aussi, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très indépendant et je me suis toujours dit, je veux pas d'aide. Je suis capable de me débrouiller seul. Puis c'est drôle que vous mentionniez ça, parce que ça a été, pendant fort longtemps, comme je vous dis, ça fait 7 ans que j'appelle première ressource, et dans mes débuts, j'étais têtu et je me disais non, j'ai pas besoin d'aide, je suis capable de me débrouiller seul. Et j'ai pilé sur mon orgueil et j'ai téléphoné, juste comme ça, au hasard. Je savais pas ce que ça allait donner. Et puis, c'est ça, je suis tombé sur des voix très réconfortantes et on se sent pas jugé, justement, c'est quelque chose qui revient. On se sent pas jugé, puis ils nous écoutent. Et puis c'est justement ça, ils vont pas nécessairement nous donner la solution, mais ils vont nous aider à trouver ce qu'on peut faire ensemble ou simplement écouter. Ça m'a fait du bien, pour vrai. Je ne me rappelle plus combien de temps que la première rencontre a duré, mais des fois, je peux parler aux intervenantes pendant facilement 45 minutes, tellement que j'ai de choses à dire. Wow. Et ça fait du bien en même temps d'avoir quelqu'un qui nous écoute, parce que moi, mes amis sont dans la même situation que moi, donc eux aussi ont leurs problématiques, on a tous nos problèmes. Donc des fois, de parler avec des amis, finalement, c'est juste tourner en rond, parce que on a les mêmes problèmes, donc on vit les mêmes frustrations. Donc de parler à quelqu'un à l'externe, comme ça, facilement, en direct, là, aujourd'hui, en ce moment, c'est ça qui fait du bien aussi, justement. On peut se vider la conscience et trouver une paix intérieure, je vous dirais, là. J'en doute pas, certainement. En tout cas, vous m'avez convaincu. Moi aussi, je peux être assez têtu comme personne. Je me suis reconnu beaucoup dans vous. Quand on appelle, quand on bénéficie des services, là, on y a touché un peu à l'équipe. Ça ressemble à quoi, l'équipe d'intervention du côté de Première Ressource? C'est varié. C'est une force pour nous d'être une équipe variée. Donc, on est des gens qui ont étudié en psychologie, sexologie, travail social, psychoéducation, éducation spécialisée, éducation à l'enfance. Mais nous sommes toutes des intervenantes psychosociales parce que nous partageons notre expertise les unes avec les autres. Ça, c'est pour le côté formation. Maintenant, le côté expérience terrain. Il y a des gens ceux qui ont étudié en psychologie, il y en a qui ont eu des cabinets privés pendant 20 ans. Puis après ça, ils ont choisi de venir travailler à Première Ressource. Chez nous, on a 2 bénévoles qui ont travaillé avec nous pendant 20 ans, puis qui ont décidé de prendre leur retraite, mais qui croient tellement en nous, qui ont décidé de travailler 1-2 jours semaine bénévolement avec nous, juste pour continuer de donner du temps puis y croire à notre mission. Mais ça, c'est une expertise qui est extrêmement précieuse, qu'elle reste avec nous. C'est vraiment bon. Puis, on a des réunions cliniques à chaque semaine qui nous permettent aussi d'échanger sur différents thèmes. Tu sais, cette semaine, il y a des parents qui m'ont posé telle question, parce que nous aussi, on va se le dire, on ne connaît pas tout. On n'est pas magique, là. Non, vous n'avez pas une licorne dans votre tiroir. Non, on la cherche encore. Mais, fait qu'on échange. Puis, le fait qu'on a différents points de vue, différents profils professionnels et d'expérience. Moi, j'ai travaillé, par exemple, en maison d'hébergement pour femmes, enfants victimes de violences conjugales. J'ai travaillé à la DPJ. Ça me donne un angle différent que ma collègue qui a travaillé, par exemple, à Tel Jeune pendant 10 ans. Tu sais. Puis les deux sont aussi riches les unes que les autres, puis on se met ensemble pour réussir à aller chercher de l'information, sans compter tous nos partenariats. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on a vraiment beaucoup de partenariats aussi qui sont très, très riches pour nous. Wow. Non, c'est ça, parce qu'effectivement, vous devez des fois faire face à des problèmes qui, même pour vous, même si c'est dans le quotidien, qui sont pas si facilement dénouables que ça. Vous avez parlé, vous avez touché, vous avez des bénévoles. Est-ce que c'est une opportunité pour des gens qui ont une expertise puis qui ont été dans ce domaine-là de vous donner un coup de main? Absolument, absolument. Les bénévoles sont bienvenus chez nous. Là, pour l'instant, on n'en a que 2, puis c'est des personnes qui ont travaillé avec nous pendant de nombreuses années. Mais on est ouvert, que ce soit... Il y a des gens qui nous ont contactés pour être bénévoles avec nous, simplement. Puis finalement, on les a engagés parce qu'on était tellement en amour avec leur approche, leur expertise, qu'on a décidé de les engager simplement. Donc, que ce soit, les personnes peuvent nous aider au niveau psychosocial, peuvent nous aider aussi parce qu'il y a un organisme communautaire.
qui a une très grande demande comme la nôtre, on a beaucoup de travail à faire, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur, je sais pas, de l'administration, ça c'est moins mon département, mais tu sais, toute l'aide est toujours la bienvenue. Il ne faut pas que les gens hésitent à nous contacter, absolument. Ben, je pense que c'est ça la clé, autant les gens qui veulent vous aider que les gens qui ont besoin de votre aide. Faut pas hésiter. Comme vous dites, là, c'est simple. Puis même pour les gens qui, bon, je pense à moi qui des fois préfèrent commander un truc, ça va me prendre 5 minutes de plus en le textant ou en l'écrivant qu'en appelant quelqu'un parce que je suis gêné de le faire. Il y a aussi ces portes d'entrée-là qui peuvent être une bonne façon d'avoir un premier contact puis finalement de se mettre en confiance parce que j'imagine que tout ça est un grand exercice de tisser un lien de confiance avec ces parents-là. Puis clairement, il y a un lien qui s'est tissé entre Dominique et vous et vos collègues pour que le lien perdure autant. Je trouve ça extraordinaire ce que vous faites chez Premières Ressources. Moi aussi. Oui, vous avez raison. Vous avez raison de l'être. À quoi peut rêver Premières Ressources pour ces prochaines années? Là, vous avez une quarantaine d'années derrière la cravate. Là. Pas vous, mais l'organisme. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter et à quoi vous fait rêver? Ben, écoutez, rêver de pérennité, rêver de poursuivre notre mission, de continuer d'agrandir, de rejoindre toujours plus de parents, les parents qui sont vulnérables. Une occasion comme aujourd'hui, je veux vraiment vous remercier parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est de faire connaître nos services. On a touché le financement tantôt, ben notre budget publicité est pas très élevé. On peut pas vraiment parler de nous un peu partout, donc de se faire connaître, d'inviter les gens, de rejoindre monsieur, madame, tout le monde, chacun chez soi, puis qu'ils se disent « Ah ben, j'ai une question, je sais où trouver une réponse ». Fait que ce serait vraiment de se faire connaître davantage, puis de poursuivre notre mission, puis de continuer de grandir, puis d'évoluer avec les familles. Ben, je vous le souhaite certainement. En tout cas, j'espère que les gens auront bien entendu que vous existez. Ce que vous faites. J'ai le goût de vous inviter si vous avez des besoins, vous voulez soutenir l'organisme, vous voulez en savoir plus, on a parlé d'un tas de ressources disponibles. Rendez-vous sur le site premièresressources.com. Évidemment, c'est la première, il n'y a pas de pluriel. Vous pouvez également appeler au 1-866-329-4223. C'était un immense plaisir, Audrey Grosselin et Dominique Lalonde, de vous avoir en ondes. Moi aussi, merci beaucoup. Merci. Merci, le temps passe extrêmement vite. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir permis à des parents, des futurs parents aussi, de savoir qu'il y a de l'aide pas très très loin, juste au bout du fil. À vous en ondes, on se retrouve dans quelques minutes, vous en doutez bien, pour découvrir un autre héros anonyme. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne. Alors, bienvenue à l'émission. Pour la deuxième partie de l'émission, très grand plaisir de recevoir Marie Boucher avec nous, qui est directrice générale de la Société Alzheimer Rive-Sud. Bonjour Marie Boucher. Bonjour. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Il y a la Société Alzheimer Rive-Sud, il y a des sociétés, je pense qu'il y en a 19 au Québec, là, il y en a dans différentes régions. Il y en a 20. Bon, il y a 20 sociétés Alzheimer. On a choisi celle de la Rive-Sud, comme ça. On est fou comme ça, on voulait sortir de Montréal, puis aller un peu ailleurs et se rendre dans la Montérégie. On va commencer par la base. L'Alzheimer, quand je pense à ça, moi je pense à évidemment une perte de mémoire. On dirait que c'est le chemin le plus simple pour moi de le comprendre. Mais ça reste un trouble neurocognitif. Puis, qu'est-ce que c'est exactement? Puis comment on peut l'expliquer rapidement, l'Alzheimer, s'il manque des bouts? Parce que d'après moi, ça va être un peu plus complexe que juste dire qu'on a des trous de mémoire. L'Alzheimer, c'est une des formes de démence. Et les sociétés Alzheimer, nous, on accueille toute personne qui souffre de démence. OK. Peu importe la forme. Mais l'Alzheimer est plus connu. Oui. Et en fait, ce sont effectivement les mécanismes de mémoire qui sont troubles. Alors, si on compare notre cerveau à une bibliothèque, l'Alzheimer va faire que on se rappelle plus dans quel tiroir on a serré telle information. Et quand on vient pour la retrouver, là, on est perdu, on la trouve pas. Donc, simplement, c'est ça, mais il y a aussi d'autres éléments qui sont de l'ordre des troubles cognitifs, comme les perceptions qui sont affectées, les mots, les espaces, le temps et les personnes, éventuellement.
Donc, on peut voir l'apparition de différents symptômes. C'est différent d'une personne à l'autre. L'apparition des symptômes varie d'une personne à l'autre dans le temps. Et finalement, la personne finit par être un être différent de ce qu'elle a toujours été. Oui. Et l'Alzheimer, si on prend cet exemple-là, il y a le côté qui est médical. Hein. Il y a le diagnostic qui se fait à l'hôpital par un médecin, il y a un suivi médical. Le rôle de la Société Alzheimer, il se place où là-dedans exactement? Bien, nous, on est là du début à la fin. Alors, dès qu'une personne note des changements, il y a des appréhensions, quelque chose qui est différent d'avant, qui ressemble à ce qu'on comprend de l'Alzheimer en général, elle peut téléphoner à la Société Alzheimer Rive-Sud, puis parler de cette situation-là, et une de nos conseillères va s'asseoir ou avoir une conversation téléphonique avec elle pour explorer qu'est-ce qui se passe, comment on a noté, puis tout ça, et guider la personne ensuite vers, est-ce que c'est une situation qui est juste ponctuelle parce qu'il y a un stress énorme, toutes sortes de situations qui peuvent générer des changements, ou bien vaudrait la peine d'aller un petit peu plus loin. Alors, à ce moment-là, on réfère les gens pour aller chercher un diagnostic qui va se faire à partir de plusieurs tests et sur un certain temps. Okay. Donc, dès le départ, on est là. On est là aussi, je vous dirais même, en prévention, parce qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour exercer notre cerveau puis le maintenir. Alors, ça fait partie des éléments de prévention dans lesquels on s'inscrit aussi. Et après ça, on accompagne la personne tout le long, au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. On accompagne les proches aidants. Et pour on juge que pour chaque personne atteinte, ça touche au moins 3 proches aidants. 3 personnes, soit de la famille ou du réseau proche de cette personne-là. Donc, on est là pour les accompagner à travers différentes activités dont on pourra parler. Et au fur et à mesure que la maladie évolue, que ce soit la personne est encore à domicile ou doit être hébergée, on est là aussi. Et jusqu'à la fin de vie, on accompagne en fin de vie peut-être moins la personne atteinte parce que là, les besoins de base sont les besoins principaux, mais les proches c'est comme croissant. Plus la maladie évolue, plus les proches ont besoin de soutien. Donc, nous, on est là, on s'inscrit tout le long de ce continuum-là. Ouais, je vais vous avouer que personnellement, la maladie de l'Alzheimer est probablement celle qui me fait le plus peur. Autant l'avoir qu'un de mes proches. On ne fera pas un combat de la maladie qui est la pire que l'autre, mais moi, reste celle qui me fait le plus peur. Donc, j'imagine à quel point les proches aidants, ils ont besoin. Ils ont besoin d'accompagnement pour une série, j'imagine, de différents petits deuils jusqu'à des plus grands deuils, puis évidemment le deuil ultime à travers tout ça. Vous êtes arrivé à la Société Alzheimer Rive-Sud, je pense, à l'automne dernier environ, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous a dit, puis vous partez d'un bagage d'infirmière au départ, vous avez grandi dans le système de la santé, et là, l'Alzheimer sur la Rive-Sud. Ma mère est atteinte. Et il y a beaucoup de membres de sa famille qui en sont décédés. Un frère, des oncles, plein de monde dans la famille de ma mère. Donc, ça me touche de près depuis bien longtemps, même avant que je sois infirmière. Il y avait des membres de la famille qui étaient atteints. Devenue infirmière, je suis devenue gestionnaire dans le réseau de la santé. J'ai géré des CHSLD. Dans lequel une grande majorité... Vous avez toujours baigné là-dedans. J'ai toujours baigné là-dedans. Donc, ça, c'est professionnellement, personnellement. Et puis, il y a 7 ans maintenant, j'ai choisi de m'impliquer bénévolement et la Société Alzheimer recherchait des administrateurs. Donc, j'ai joué le conseil d'administration il y a 7 ans. Et en 2018, je suis devenue la présidente du conseil. Et une situation particulière qui s'est présentée cet été. Et là, j'ai pris le flambeau de la direction générale pour un certain temps. Bon. Tant qu'à travailler, pas être payé aussi bien dans la direction générale. Mais non, je comprends, il y a des contextes pour évoluer dans l'écosystème des OBNL où des fois, on doit
prendre des intérims ou donner un coup de main supplémentaire. Je comprends très, très bien ce qui fait en sorte que vous êtes là. Modèle de la société Alzheimer, on l'a dit, vous l'avez corrigé, il y en a 20 au Québec. Pourquoi exactement? On commence une question toute simple, mais en même temps très, très lourde, mais pourquoi il y en a 20? Les sociétés Alzheimer ont été créées une après l'autre tranquillement à travers le temps. La Société Alzheimer Rive-Sud a été créée en 1991. Et puis, chaque société a émergé de la volonté de différentes personnes dans différents territoires. Et arrivé à un certain moment, elles ont décidé de se mettre ensemble, de se fédérer et créer la Fédération des sociétés Alzheimer, Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Donc, maintenant, on a une fédération qui défend nos intérêts, qui milite auprès du gouvernement, des bailleurs de fonds pour essayer d'obtenir un financement suffisant et non questionnable année après année. Donc, c'est vraiment... Et la fédération, elle, relève de la Société Alzheimer du Canada. Donc, on a 3 paliers. Et c'est ça. Donc, le terme de société Alzheimer, on le mérite sous certaines conditions. Donc, il y a des valeurs éthiques, il y a un comportement, un service, des services à offrir spécifiques qui sont fondamentaux à toutes les sociétés Alzheimer. C'est intéressant ça. Puis parlons justement des services qui sont offerts. On y a touché un peu, vous avez dit, si on en parle plus tard, ben oui, on va en parler plus tard de ce que vous offrez. Déjà, commençons avec ce que vous offrez aux gens qui vivent avec la maladie, qui viennent d'avoir un diagnostic ou qui sont justement en exploration du diagnostic. Qu'est-ce que vous leur offrez finalement? Mais, ils peuvent se présenter sur place, ils peuvent téléphoner. On a un système d'accueil. Alors, une conseillère ou un conseiller va les accueillir et écouter ce qu'ils ont. Parfois, ça peut être en situation de crise. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. On est prêt à répondre dans les journées de la semaine de 9h le matin jusqu'à 5h, 5h30 le soir. Entre-temps, ils peuvent laisser un message. On les rappelle dans les 24-48 heures maximum. Donc, service conseil. On offre des formations pour les proches aidants parce que c'est pas évident de vivre avec une personne atteinte ou de soutenir une personne atteinte. Alors, comment se comporter avec elle? Comment comprendre ce qui se passe? Comment agir pour calmer les anxiétés? Parce que ça vient avec beaucoup d'anxiété. Donc, formation pour les proches aidants. On a aussi des activités pour les personnes atteintes. Lors du diagnostic, on pense qu'on est tout seul au monde. Mm-hmm. Ça fait du bien de rencontrer d'autres personnes qui vivent des choses similaires. On a des cafés-rencontres aussi, je dirais par thème, pour un couple. Rencontrer d'autres couples, parce que la vie change quand la maladie arrive. On a de la formation qu'on offre aux intervenants, aux professionnels qui donnent des soins dans d'autres milieux sur comment approcher ces personnes-là, quelles sont les techniques, les stratégies qui fonctionnent le mieux, bien les équiper, parce que ça ne fait pas nécessairement partie du cours de base. Donc, on offre la formation professionnelle. On offre aussi du répit à domicile. Oui. Donc, on a des accompagnateurs, accompagnatrices qui vont donner des blocs de répit de 4 heures. Donc, pendant 4 heures, elles accompagnent la personne atteinte. Elles font des activités pour activer, réactiver, maintenir les capacités cognitives. Puis pendant ce temps-là, le proche peut aller faire autre chose, sortir, prendre de l'air, prendre un café, faire ses commissions. Donc, le répit à domicile, il y a une énorme demande là-dessus. J'en doute pas. Ouais. Ensuite, on a un accueil de jour. Alors, à l'accueil de jour, c'est vraiment la personne atteinte vient chez nous. On passe environ 6 heures ensemble. Il y a un dîner qui est offert. C'est une dizaine de personnes avec des animatrices. Puis on fait toutes sortes d'activités. Ces activités-là sont toujours pour essayer de maintenir le maximum des compétences cognitives. En fait, on veut ralentir l'évolution du processus. Principalement, ce sont nos activités. Sont extraordinaires. On va prendre une courte pause, si vous voulez bien. On va continuer de parler de ce que vous faites. Marie Boucher, comme directrice générale de la Société Alzheimer Rive-Sud, dans quelques instants. C'est un grand plaisir et j'en apprends beaucoup. Pourquoi je marche?
Parce que mon père m'a offert son bras pour marcher jusqu'à l'hôtel. Parce que ma mère a fait les 100 pas pour que je dorme comme un bébé. Parce que quand j'étais petit, mon grand-père venait toujours marcher avec moi. Il a fait tellement de kilomètres pour moi. Voilà pourquoi je marche. Pour grand-papa. Pour maman. Pour papa. La Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine pour soutenir tous les Canadiens aux prises avec un trouble neurocognitif. Inscrivez-vous sur marchepourlalzheimer.ca. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est une petite promo de la Marche pour l'Alzheimer. Il y en a évidemment une sur la Rive-Sud qui est, si je ne me trompe pas, le 29 mai. C'est bien ça? Mm-hmm. Donc, la marche, on peut marcher, on peut soutenir les gens qui marchent. Hein. J'imagine que c'est une grande campagne, un peu de financement par participatif. Ouais. Cette marche-là, elle représente quoi dans votre année et dans la vie de la Société Alzheimer? Premièrement, c'est une source de revenus. Ben oui. Ben franche. Oui. Alors, pour nous, la dernière année, ça a été autour de 70 000 $. Ah, quand même. Alors, c'est important. La marche, c'est aussi de signifier qu'il n'y a personne de nous qui avons honte de nos parents, de nos amis qui sont atteints de la maladie, puis qu'au contraire, on va alerter, éveiller le public à cette réalité-là et qu'on a besoin de soutien. Donc, évidemment, c'est une marche pour le moment, on l'a fait dans Longueuil, mais on couvre 32 municipalités, donc on a comme l'espoir d'en faire plusieurs en même temps. Oui. C'est un grand territoire. Mais c'est ça. Alors, on dit à tous, pensez à toutes les personnes atteintes, soutenez-nous, et puis tout petit geste fait une différence. Bien, certainement. Certainement. Quand on pense à l'Alzheimer, on a souvent l'idée de penser aux personnes âgées. Hein? Mais, comme beaucoup de gens au Québec, je suis tombé sur une série qui s'appelle Une autre histoire. On doit vous en parler régulièrement. Probablement la seule série qui m'a fait pleurer de ma vie dans l'émission finale. On parlait d'Alzheimer précoce, d'Alzheimer auprès des jeunes. Là. Le personnage joué par Benoît McGuinness n'était pas très vieux dans l'histoire, ni même le personnage principal joué par Marine Orsini. L'Alzheimer, ce n'est pas qu'une maladie, puis là, pas généraliser, c'est pas qu'une maladie de vieux, de ce que je comprends? Non. C'est pas la majorité, par contre, des personnes qui sont atteintes de façon précoce, là. Mais effectivement, il y a un certain pourcentage de personnes atteintes. Moi, je vous dirais, tu sais, là, je vais avoir 62 ans. Si j'ai des symptômes, je vais trouver ça précoce. Oui, 62 ans, c'est jeune. Je trouverais ça précoce. Tout à fait. Mais il y a des personnes qui sont atteintes beaucoup plus jeunes que ça. Il y a même, dans un autre, je pense en Allemagne, il y a une personne qui a été atteinte, c'est en Asie, à 19 ans. C'est vraiment exceptionnel. C'est la première fois qu'on voit aussitôt. Mais effectivement, c'est la maladie, quand elle frappe de façon précoce, malheureusement, elle est intensive et rapide. Donc, en quelques années. Plus elle frappe tard, plus elle se prolonge dans le temps. Donc, la progression de la maladie est moins... elle croît de manière moins abrupte, plus on est âgé. Est-ce que vous avez regardé la série de laquelle je parlais? Mais M. McGuinness est venu chez nous. Ah oui? Pour rencontrer des personnes atteintes, comprendre, voir comment ils se comportaient. Donc, et moi aussi, je l'ai suivi de près. Est-ce que c'est... Bien évidemment, là, on s'entend, on est dans une série dramatique. Là, il y a beaucoup... on en rajoute souvent une couche. Là. Est-ce que c'est quand même pas très loin de la réalité ou pas du tout? C'est pas loin. C'est pas loin? C'est pas loin, oui. La fin était particulière. On n'a pas encore passé l'étape d'avoir l'aide médicale à mourir, là, mais non, ça se ressemble. Ouais. Et ben, en tout cas, pour moi, c'était une belle... C'était une approche par rapport à la maladie pour mieux en saisir. Ben, des fois, tous les effets autour que ça a auprès de la famille. Vous parlez là, des 3 personnes proches aidantes là, que vous avez, là, généralement, qui sont des personnes très significatives dans la vie de ces gens-là. Ben, on le voit, là, l'impact que ça a aussi autour de ces gens-là au fil du temps. Hein? De simplement d'oublier ses clés à tout le reste là, de la maladie. En fouillant un peu, j'ai vu que vous aviez une maison. Une maison au Campanile, un service d'hébergement. Est-ce que je me trompe? Oui. Je me trompe? non, oui, nous avons. Oui, vous en avez une. Non, je ne me trompe pas. Oui, on a une maison. C'est une toute petite maison.
Okay. C'est pas là qu'on veut mettre l'emphase. Non, c'est pas le centre de parce pas que cette petite maison-là, c'est quelques personnes, puis sans dire qu'elles sont pas importantes, elles sont très importantes, mais on a des milliers de personnes en externe, puis on a plusieurs personnes, plusieurs centaines de personnes en attente de répit à domicile sur notre liste d'attente. Donc, on est très préoccupés par ces personnes-là qui attendent. Puis on est préoccupé parce que souvent, le proche aidant va... ça arrive qu'il s'épuise complètement, puis là, ça tombe en situation de crise pour la famille. Donc, on veut éviter l'épuisement. Donc, on est un peu déchiré entre le mandat d'hébergement. Mais oui, effectivement, on a un hébergement. C'est intéressant. Puis, le chiffre, je ne sais pas s'il est à jour, mais j'avais vu, je pense, sur le site, là, on parlait de quand même minimalement 9500 personnes atteintes en Montérégie. C'est... Sur notre territoire. Sur votre territoire, là. Et c'est pas banal. C'est énorme. C'est énorme, puis c'est mauvaise nouvelle. Ça va augmenter. Ça y va pas s'améliorant. Ça va pas s'améliorer, oui. Et corrigez-moi, je me trompe, il n'y a toujours pas une pilule miracle pour régler la maladie de l'Alzheimer là, aujourd'hui. Donc, c'est pas une maladie qui se soigne, qui se guérit. C'est une maladie avec laquelle on peut évidemment travailler sur certains aspects. Vous le parliez pendant le répit à domicile, que c'est pas juste une personne qui est là, qui assure une présence. Là. Il y a des exercices, il y a des travaux qui sont faits, mais ça se guérit pas, là, l'Alzheimer. Pour le moment, non. On n'a pas de pilule miracle. Il y a différents traitements qui sont en expérimentation. Il y en a qui ont fait une démonstration. S'ils sont pris en phase très au début, mais on n'a pas encore de pilule miracle. Là. Toujours pas. Et quand on a parlé du nombre, vous êtes quand même là, vous gravitez autour de l'Alzheimer depuis un moment, notamment Alzheimer Rive-Sud, en étant sur le conseil d'administration. Est-ce que le portrait est plus sombre ou plus rose que depuis votre arrivée dans cet organisme-là il y a déjà quelques années, où on est pas mal toujours à la même place? En termes de traitement? En termes de traitement, en termes de nombre de personnes qui ont besoin de vos services, en termes de votre capacité aussi d'organisation, là, la pénurie de la main-d'œuvre, elle doit pas avoir cogné à toutes les autres portes sauf la vôtre, là? Non. Écoutez, le nombre augmente. Oui. Puis, le phénomène qu'on a observé de façon intense pendant la pandémie et maintenant, c'est que les proches aidants ont tenu le fort pendant la pandémie de façon incroyable, mais ils se sont épuisés. Donc, quand ils arrivent chez nous, c'est beaucoup plus intense, c'est plus critique. Donc ça nous préoccupe. La pénurie nous touche. C'est difficile de recruter des gens, pas parce qu'il manque d'intérêt. Malheureusement, notre financement, il est à dose de subventions qu'il faut renouveler d'année en année. Alors, je suis certainement pas la seule qui vous raconte ça, là, mais dernièrement, la Fédération a fait des représentations pour qu'on soit pas toujours pris annuellement à demander et à quêter, parce que là, ça nous prendra un fonds dédié pour que nos services soient pas toujours remis en question d'année en année. Puis ça fait qu'on va pouvoir offrir des emplois qui sont pas juste pour une période déterminée. Et parce que les gens, tout le monde va avoir un emploi stable. Ben oui. C'est ça. Et aussi, pour qu'on puisse offrir des salaires qui sont plus intéressants, parce que là, le réseau public, il nous offre une compétition incroyable sur les conditions salariales. Non, c'est ça. Il y a une compétition qui est un peu déloyale avec les conditions de travail. Et si, en plus, ce que vous avez, c'est des postes qui sont une portée plus temporaire, ben là, bonne chance pour attirer et garder les gens, parce que tout humain veut se sécuriser. Hein? Donc, dans un emploi temporaire aussi, va vouloir aller s'en chercher un qui sera un peu plus permanent, ou en tout cas, avec une garantie peut-être plus sécuritaire de ce côté-là. On a touché à beaucoup d'éléments que fait la Société Alzheimer Rive-Sud auprès des personnes, auprès de leur entourage. Évidemment, c'est le nerf, la gage, c'est le cœur de l'organisation. On a touché un peu au traitement, là, en disant que la pilule miracle n'arrive pas. Du côté de la recherche, ça ressemble à quoi? Il y a beaucoup de recherches. Il y a eu un gros vent de recherche pendant des dizaines d'années. On a eu quelques déceptions l'année passée, des résultats qui n'étaient pas concluants. Ça continue, la recherche. Les sociétés Alzheimer, on contribue
La Fédération est dans plusieurs projets de recherche. Donc, on participe à cette recherche-là. On partage nos expériences avec nos clientèles, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Mais reste que il faut trouver la bonne molécule qui va faire le travail. Entre-temps, nous, on va concentrer nos énergies sur la prévention. On va concentrer nos énergies à accompagner les personnes atteintes parce que elles ont besoin d'accompagnement. Et on contribue et on collabore à toutes les activités de soutien des proches aidants. C'est là qu'on doit être, là, parce que on peut pas juste attendre les résultats de recherche. Là. Non, effectivement, on peut pas juste regarder le train passer, là. Mais c'est rassurant de savoir qu'autant vous êtes déjà dans la sphère de la prévention, dans la sphère de l'action, mais que vous êtes aussi dans la recherche, à travailler, encore une fois, comme je disais, à trouver la bonne molécule. Et en tout cas, je vous souhaite, à vous, mais à toute la société, à tout l'univers, finalement, de trouver ce moyen-là d'y parvenir. On a parlé de la marche au retour de notre pause. Évidemment, le financement, hein, c'est un point commun aux OBNL, aux organismes de bienfaisance, on dirait. Le financement est toujours un enjeu. Les gens qui nous écoutent, évidemment, qui sont interpellés, pour qui ça résonne et qui ont besoin de vos services, on donnera les coordonnées tantôt. Les gens qui vous écoutent, puis qui ont le goût de vous aider. Des fois, l'aide, ça peut prendre différentes formes. Évidemment, la première, c'est de vous faire un don. Hein. C'est généralement la plus simple, de soutenir quelqu'un qui participe à la marche ou de participer à la marche, certainement. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de vous donner un coup de main? Bon, on a un événement bénéfice annuel. On vient de le faire en février. C'était le cocktail. Okay. Donc, le cocktail, c'est un bon moyen de nous aider, de soutenir. L'aide d'humain à humain, c'est important. Donc, toute personne intéressée à faire du bénévolat, moi, je les invite à téléphoner à la société. On va vous accompagner. On vous lancera pas dans quelque chose sans vous former. On va vous former à l'approche des sociétés Alzheimer. Et puis, tout peut être utile, autant dans nos activités, nous aider à serrer les manteaux, à marcher avec nous, que de nous accompagner soit dans nos activités ou à l'accueil de jour. Puis on a des emplois, même s'ils sont à période déterminée, mais on a toujours besoin d'aide là, pour le répit à domicile. Puis on n'a pas besoin d'une formation universitaire pour aller faire du répit à domicile. On va vous équiper comme il faut, vous former. Donc ça, c'est tellement un grand besoin, là. Puis tout le monde qui le font, ils nous disent après comment ils ont aimé l'expérience. Alors, on grandit à aider les autres. Puis, moi, je peux garantir que vous allez avoir quelques pouces de plus après avoir fait du bénévolat avec nous. J'en doute pas. En tout cas, l'appel est lancé. Je trouve ça fort intéressant parce que, bon, on demande toujours comment on peut vous aider. Puis oui, effectivement, il y a toujours l'argent, le bénévolat, mais il y a aussi déjà de regarder les opportunités d'emploi au sein de l'organisation. Puis c'est intéressant de dire que ça ne prend pas nécessairement, en tout cas pour ce volet-là, du répit à domicile, une formation universitaire. Donc, si vous êtes interpellé, ça vous parle, vous avez une curiosité même, je vais vous dire, allez explorer certainement, notamment le site d'Alzheimer Rive-Sud, qui n'est pas très compliqué, alzheimerrivesud.ca. Ça le dit. Je vais donner tout de suite les coordonnées, tant qu'à être là-dedans. Je vous invite à les appeler. Si vous avez des questions, vous voulez les soutenir, c'est le 450-442-3333. Évidemment, on est avec la Société Alzheimer Rive-Sud. Comme on vous a dit, si vous êtes dans une autre région de la province de Québec, vous trouverez facilement sur Internet les autres sociétés de vos régions. Avant de conclure, j'ai le goût de demander qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à quoi vous pouvez rêver pour votre organisation et aussi la maladie en tant que telle. Ben, c'est sûr que moi aussi, j'aimerais ça, la molécule. Oui. J'aimerais bien ça qu'elle arrive. Donc ça, c'est un souhait peut-être. J'espère que je vais avoir de mon vivant. Mais je souhaite le plus d'intérêt possible susciter chez tous ceux qui nous écoutent puis qui sont conscients de l'existence des sociétés Alzheimer, de venir participer. Puis même si ça peut nous faire peur, parce qu'on est tous touchés de près ou de loin par quelqu'un qui est atteint par la maladie d'Alzheimer, mais il ne faut pas avoir peur. Tant qu'on est vivant, on est un être important. Et
Et ça, c'est dans la maladie d'Alzheimer, là, ça fait pas que on est perdu, qu'on n'a plus de mémoire tout le temps de la journée. Il y a des beaux moments à vivre pendant cette période-là. Il faut en profiter. Puis moi, je vous le dis par expérience, ma mère parfois est perdue, mais quand j'arrive à faire un beau moment avec elle, ben ça me donne l'énergie qu'il faut pour continuer. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup. Je disais, c'est la maladie qui me faisait le plus peur. Vous m'avez rassuré sur certains éléments. C'était un grand plaisir de vous recevoir, Marie Boucher, directrice générale de la Société Alzheimer Rive-Sud. Merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Merci. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Le temps passe toujours extrêmement vite à cette émission-là. Merci à nos précieux invités, à Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche, et à vous qui êtes à l'écoute et qui vous êtes arrêtés sur notre émission. Merci d'avoir pris le temps de découvrir ces organismes, ces héros qui pourraient peut-être vous soutenir ou à l'inverse, que vous pourriez certainement vouloir aider. Alors quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que je vous ferai découvrir 2 autres héros anonymes. Bonne semaine.